Oui, ça fonctionne. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Jean-François Gaudreau-Desbiens. Je suis vice-recteur en planification, communication stratégique. Les activités équité, diversité, inclusion et rapport premier peuple relèvent de mon vice-rectorat, ce qui explique ma présence. Je dois tout d'abord reconnaître que l'Université de Montréal est située en territoire autochtone non cédé par voie de traité. Et l'université, dont je me fais porte-parole, salue évidemment les gardiens autochtones de ce territoire depuis des temps immémoriaux. C'est important de le dire, parce que, bien sûr, ça participe d'une forme de rituel, mais ça met en lumière, je dirais, l'importance de réfléchir à nos rapports à l'histoire. Et une partie importante de l'histoire, c'est aussi la colonisation. Et depuis quelques décennies, mais je dirais avec une accélération plus récemment, on parle beaucoup de décolonisation. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de décolonisation? Décolonisation des institutions, des cursus. Comment appréhender cette question dans une université, mais aussi d'une façon qui soit universitaire. Donc, nos deux invités dans le cadre de ce dernier séminaire JEDI de l'année. Je rappelle que JEDI fait référence à justice, équité, diversité et inclusion. On a ajouté le mot justice au départ parce qu'il y a des enjeux de justice fondamentale. Avant de parler d'enjeux bureaucratiques, on va parler d'enjeux de justice. Donc, nous avons deux invités qui ont fort gentiment accepté de nous entretenir de ces sujets. D'abord, M. Amar Asherayou, qui est titulaire d'un doctorat en littérature de la Sorbonne à Paris. C'est un théoricien du postcolonialisme et de l'hybridité et de la décolonisation. Et donc, dans ses écrits, il s'intéresse au fondement et à la construction du discours colonialiste à travers les siècles, de l'Antiquité à nos jours. Donc, il va nous brosser un tableau de cette notion de colonisation et de la décolonisation. En lien, évidemment, avec l'idée de décoloniser les savoirs dans une perspective d'équité épistémique. Madame Sophie Ami-Sultan, qui est sociologue, qui est professeure à l'École de travail social à l'Université de Montréal, va également nous parler des dimensions oppressives de la colonisation et va nous offrir des perspectives décoloniales et des outils réflexifs pour justement appréhender ces enjeux en contexte universitaire. Donc, Madame Ami-Sultan travaille sur la construction de soi des personnes migrantes, ou des personnes descendant de migrants et immigrantes. Elle est aussi une sociologue clinicienne qui travaille avec des CIUS, etc. Et donc, elle a une expérience de terrain qui lui permet de voir au quotidien, justement sur le terrain, comment les enjeux de colonisation, de décolonisation se vivent. Donc, un grand merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Asherayou. Nos collègues vont parler à peu près pendant 1 heure, pour les deux, 1 heure, 1 heure et 5 et 10, et après ça, il y aura une trentaine de minutes de discussion. Merci. Bonjour à tous, merci de votre présence, et puis je remercie tout particulièrement les organisateurs de ce séminaire, Monsieur Jean-François Gaudreau-Desbiens et bien sûr Monsieur Achouri et toute l'équipe bien sûr qui a aidé à organiser ce séminaire. Donc je suis, comme vous venez de le dire, Monsieur Gaudreau-Desbiens, spécialiste de la colonisation et de la décolonisation. J'ai publié de nombreux articles et ouvrages sur ces questions, mais les contributions majeures sont Rethinking Postcolonialism et Questioning Hybridity, Postcolonialism and Globalization. Ce sont deux ouvrages qui abordent le problème ou le processus de colonisation à travers les siècles, de façon diachronique, en remontant jusqu'aux Grecs et aux Romains et le Perse, pour justement montrer la complexité du phénomène de la colonisation et surtout du discours colonialiste qui soutient cette colonisation. Donc aujourd'hui, donc, je
je vais parler du problème de la décolonisation des savoirs dans le cadre, bien sûr, des séminaires, j'ai oublié de mentionner M. Legault, et puis montrer quels sont les enjeux de la décolonisation, aussi bien au milieu universitaire que de façon beaucoup plus générale dans les sociétés postcoloniales. Mais avant d'aborder la décolonisation des savoirs, qui est je dirais, l'objectif principal de cette communication, je voudrais d'abord mentionner qu'il est important de parler de la colonisation. Pourquoi? Parce que la colonisation, ou le colonialisme dans son ensemble, est ce qui, comment dire, permet de mieux de voir c'est-à-dire les enjeux et les défis de la décolonisation. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir une perspective beaucoup plus détaillée sur les enjeux et les défis de la colonisation. Donc le colonialisme, c'est quoi en fait? C'est je dirais, un processus immémorial. Processus immémorial, ce qui veut dire c'est une pratique courante dans la plupart des communautés, sociétés, et ceci pendant des millénaires. Les Grecs, les Romains, les Perses ont tous, on peut ajouter aussi les Chinois, les Japonais, les Arabes ont tous, comment dire, fondé des colonies, donc, et bien sûr des colonies, des empires, et à ce titre, le terme de colonisation, plutôt coloniser est un terme latin qui veut dire cultiver ou mettre en valeur une terre. Cette expression est très importante parce que mettre en valeur une terre sous-entend l'idée de tirer profit de cette terre. Donc, ça veut dire la colonisation c'est l'appropriation des terres de lointaines, donc d'autres peuples, et de tirer profit. Ça veut dire exploiter ces terres pour des richesses, pour leurs ressources, mais aussi exploiter ces peuples. Donc, pour justement accroître les profits des colonies. Donc, la plupart, en fait, des formes de colonisation ont été, c'est-à-dire, je dirais, la motivation principale de la plupart des colonisations était justement l'appropriation des richesses de ces colonies. Ce qu'il faut aussi, comment dire, souligner dans ce phénomène de colonisation, c'est le fait que la colonisation elle prend plusieurs formes. Il y a plusieurs types de colonisation. Il y a ce qu'on appelle la colonisation de position, ou la colonisation, ce forme de colonisation se traduit par des comptoirs, par exemple l'établissement des comptoirs, comme on fait les Phéniciens, par exemple, en Méditerranée. Mais il y a aussi la colonisation de peuplement, c'est-à-dire le fait d'envoyer dans des colonies, donc des populations, pour justement exploiter les richesses de ce pays, pour fonder un État colonial. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les colonies par administration, telles que les protectorats en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie. Donc, c'est ce qui aussi important de souligner à cet égard, c'est que ces différentes formes de colonisation ne sont pas si, je dirais, distinctes les unes des autres quand on pose de façon globale, parce que certes, il y a des formes de colonisation, il y a des formes de colonisation qui s'abritent les unes des autres, ce qui rend quand même cette distinction sinon artificielle, du moins limitée. Donc, quand on pense au problème du colonialisme, il faut toujours le voir de façon globale, avec toutes ces imbrications, comment définissent et aussi compliquent la compréhension du phénomène colonial, parce que ce phénomène, il est aussi protéiforme. Donc, il est protéiforme au
sens où il n'est pas, comment dire, monolithique, il n'est pas rigide, et il n'est pas, par contre, il est plutôt pragmatique. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on aborde ce projet, le côté protéiforme et pragmatique. Bien sûr, les pratiques coloniales sont pragmatiques dans quel sens? En fait, si... Pardon, excusez-moi. Oui, elles sont pragmatiques, donc j'ai dit, ce n'est pas un phénomène monolithique, mais souple et pragmatique et surtout opportuniste. Ce qui veut dire quoi? C'est que, comment dire, il y a une tendance chez beaucoup de colonisateurs de mettre, je dirais, au service de l'entreprise coloniale les élites locales pour justement consolider cette autorité nouvelle. Donc, oui. Par exemple, Alexandre le Grand, que vous voyez sur cette photo, et quand il a conquis la Perse ou l'Égypte, il n'a pas fait table rase des structures, locales, mais a plutôt utilisé les chefs locaux au service de son administration coloniale. Et les Romains ont fait de même quand ils ont conquis la Gaule. Donc ils n'ont pas fait table rase non plus, mais utilisé à leur tour ces structures locales pour asseoir leur autorité et surtout aussi justifier d'une certaine façon aux yeux de ces nouveaux colonisés la colonisation coloniale, puisque les locaux eux-mêmes contribuent à cette administration. Donc une forme de légitimation. Et, bien sûr que les Romains, les Français et les Britanniques, qui sont fervents admirateurs d'Alexandre le Grand et puis des Romains, ont à leur tour imité ces pratiques aussi bien en France par exemple, en Algérie par exemple, la France met au service de l'administration coloniale les chefs locaux, les chefs religieux, mais aussi les chefs des tribus qui servaient de traducteurs, mais aussi de facilitateurs de la colonisation. Et puis, ça, en fait, ce qui se passe, c'est que ça confère au colonialisme une structure hybride qui fait que, bien sûr, comme on verra plus tard, ça complique énormément le processus de décolonisation. Bon, bien sûr, toutes ces pratiques coloniales reposent sur un discours colonialiste qui leur donne une forme de légitimité. Le discours colonialiste est lui aussi protéiforme et hybride, donc il se nourrit de discours et de savoirs anciens, c'est-à-dire classiques et notamment grecs et romains, à qui il emprunte énormément de concepts, mais aussi de taxonomie raciale, qui se concrétise par exemple dans le mot barbare. Barbare avec toutes ses connotations linguistiques, culturelles, mais aussi épistémiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le barbare, au sens où les Grecs l'utilisaient, c'est pas seulement avoir une langue différente de la langue grecque, mais aussi être inférieur. Et à ce titre, il faut souligner que, par exemple, les Grecs qui ont emprunté énormément aux Égyptiens et aux Égyptiens, par exemple, eh bien, ils les considéraient comme inférieurs sous prétexte qu'ils ne parlaient pas la langue anglaise. Donc, ce terme, barbare, est un condensé de préjugés qui ont été réappropriés par les colonisateurs modernes, pas seulement les Européens d'ailleurs, parce que, bon, je veux dire, les Ottomans, les Arabes aussi, ont repris ces discours dans leur représentation des autres. Donc c'est très important de le noter.
bien sûr, ce discours n'est pas seulement, il est aussi humaniste. Le discours colonialiste se veut aussi humaniste dans le sens où il est sous-tendu par la notion de mission civilisatrice. C'est-à-dire, donc, en ce sens, c'est un projet épistémique, parce que ça veut dire que les colonisateurs viennent, répandre les lumières dans les colonies, c'est-à-dire sortir ces barbares, entre guillemets, de l'obscurantisme et superstition. Mais, comme je le disais tout à l'heure, le discours colonialiste, c'est un discours hybride, dans ce sens qu'il n'en prête pas seulement aux Grecs, aux Romains, civilisation classique, qui est considérée comme des colonisateurs modernes, qu'il faut éviter, etc., mais aussi aux savoirs locaux. Ça veut dire que, par exemple, par le biais de la traduction, les colonisateurs ont puisé dans les textes locaux, notamment le Coran, le Veda en Inde, et puis les Mille et une nuits. Et là, bien sûr, comme on va voir, c'est-à-dire cette propension du discours colonialiste vers le savoir des autres, il n'est pas tout à fait innocent, mais bien motivé par des raisons pragmatiques. Et bien sûr, et donc, ces raisons pragmatiques, évidemment, c'est que la traduction de ces textes fondamentaux qui déterminent l'imaginaire, ou les imaginaires des pays colonisés, eh bien, comment dire, la traduction, elle se veut pragmatique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en ce sens qu'on ne s'approprie pas, on ne cherche pas seulement à s'approprier les textes de ces colonisés par souci d'exotisme culturel ou linguistique, mais surtout pour mettre au service de la colonisation ces textes, c'est-à-dire mieux comprendre les imaginaires des indigènes, pardon, des colonisés pour mieux les dominer. Donc c'est un savoir épistémique, mais qui se veut motivé par la domination et l'hégémonie. C'est très très important de le signaler. Donc son hybridité elle-même, comme les pratiques coloniales également, ils sont de nature hégémonique. Mais, bien sûr, là encore, il faut quand même tenir compte de la complexité et du côté protéiforme de ce discours. Parce que, par exemple, pour la représentation des indigènes, oui, bon, je le maintiens, des colonisés, et il y a une forme, évidemment, qui peut paraître monolithique. C'est-à-dire l'idéologie colonialiste considère les indigènes comme barbares, primitifs, arriérés. Bon, donc la liste peut s'allonger encore, mais je l'arrête ici. Mais en même temps, il y a quand même ce que j'appelle une éthique de la différenciation coloniale, c'est que les indigènes sont aussi considérés dans leur diversité culturelle et linguistique. Par exemple, la France ou l'Algérie a savamment fait la distinction entre les Arabes et les Kabyles, en privilégiant les Kabyles par rapport aux Arabes, en les représentant comme étant plus laïques, industrieux, et puis, entre guillemets, intelligents. Mais bon, ça c'est... Et ce qui fait que, c'est-à-dire là, ils sont en train... La manœuvre est pragmatique et stratégique, c'est de jouer sur les divisions pour mieux régner. Bon, c'est vrai qu'il existe des rivalités historiques, etc. Mais l'objectif ici, c'est de jouer sur les divisions pour mieux régner. Donc, et on retrouve aussi ça chez les Britanniques, différenciation. Et ils ont fait aussi des distinctions entre Pathan, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, et puis les Bengalis, etc., selon les mêmes critères. Donc ça, c'est bien sûr, il faut prendre en considération je dirais, distinction dans le discours colonialiste, cette disparité, c'est-à-dire que ces paradoxes. C'est très très important de prendre en considération, et surtout l'idée aussi que c'est-à-dire, l'idéologie colonialiste a tendance à valoriser en l'autre ce qui se rapporte à soi-même, c'est-à-dire au colon. Le colon a tendance à valoriser ce qui va en l'autre, parce que
ça ressort des critères, des traits de lui-même. Parce que, bon, c'est-à-dire les critères comme on peut le voir dans cette œuvre. Bon, bien sûr, tout ça pose la question de comment décoloniser. Vu cette complexité du discours colonialiste, de l'idéologie, de tout ce qui est mis en œuvre pour essayer de dominer, de façon, c'est-à-dire aussi bien, je dirais, politiquement qu'idéologiquement, que de façon épistémologique, on se demande comment on peut véritablement décoloniser un tel processus. Bien sûr, l'idée de décolonisation, elle est bien sûr pas récente. Elle ne commence pas dans les années 20 ni dans les années 50, mais elle remonte très très loin. Et là, je vais regarder ce phénomène de décolonisation du côté occidental, c'est-à-dire colonial. Parce que, bon, contrairement à ce qu'on beaucoup croient, la colonisation a été condamnée ou critiquée par de nombreux intellectuels européens depuis la conquête des Amériques. François Rabelais, par exemple, François Rabelais et puis des tas d'autres comme Montaigne, etc., ont critiqué la colonisation, surtout les abus de cette colonisation, et incité les colons à améliorer les conditions des colonisés. Mais le problème, c'est que tout en revendiquant, c'est-à-dire c'est une éthique humaniste, ils n'ont pas été jusqu'au bout, ils ne sont pas allés jusqu'au bout pour condamner l'idée coloniale au sens de la colonisation elle-même, parce qu'en fait, au fond, il y avait comme une identification narcissique à ce projet, surtout à son côté, au projet, surtout à sa version idéale, c'est-à-dire l'idéal qui le soutenait. Donc, pour décoloniser, bien sûr, comment dire, des siècles après aussi, siècles après justement cette critique initiale de la part des humanistes, il y a eu aussi d'autres critiques de la part d'intellectuels, d'auteurs européens, notamment Camus, Joseph Conrad. Mais là encore, on se retrouve devant la difficulté de véritablement décoloniser complètement, parce qu'il y a aussi là un refus ou une réticence à aller jusqu'à condamner la colonisation, qui est quand même la source de toutes ces injustices qui condamnent. Donc, il y a aussi, dans le côté aussi, je dirais, décolonisé, il y a une réticence aussi à aller jusqu'au bout de la décolonisation, et pas pour les mêmes raisons. Prenons par exemple au niveau, je dirais, au niveau économique, au niveau politique, au niveau de l'éducation, il y a eu bien sûr des initiatives de décolonisation dès l'indépendance. Mais le problème, le défi majeur, le problème qui se pose en fait dans la plupart de ces sociétés anciennement colonisées, c'est le fait que ces élites qui ont pris le pouvoir, eh bien, elles ont été, comment dire, elles ont été éduquées dans le système colonial. Et en prenant le pouvoir, elles ont malheureusement instauré une forme de régime qui, à bien des égards, ressemble à des régimes coloniaux. C'est-à-dire, il y a une répression de toute dissidence, et surtout la création, évidemment, de certaines, qui a, comment dire, encouragé des divisions et des divisions ethniques de toutes sortes. Ceci étant, donc, il y a quand même un mouvement de décolonisation qui était très très fort aussi dans les colonies, comment dire, notamment pour la décolonisation des savoirs et des langues. On constate je dirais, démarches assez distinctes, notamment en Afrique. En Afrique du Nord, dès l'indépendance, il y a une volonté de ces élites de rompre complètement avec les langues
coloniale, le français notamment, et l'instauration de l'arabe comme langue officielle. Bon, c'est cette, comment dire, volonté d'autonomie linguistique et culturelle, bien sûr, malheureusement, c'est soldé aussi par la répression de tout ce qui est des cultures et comment dire, langues minoritaires, notamment les berbères, donc, qui sont, kabyles, berbères, qui sont les, comment dire, dans les langues, sont marginalisés, voire opprimés, ce qui n'est pas sans rappeler quand même des procédés des colonisateurs eux-mêmes qui ont marginalisé les langues, je dirais, décolonisées. Notamment l'arabe était marginalisé pendant la colonisation de la même façon que le kabyle était marginalisé. Donc, au côté, évidemment, subsaharien, eh bien, la physionomie linguistique et culturelle était différente, en ce sens que la plupart de ces pays-là comment dire, ont plusieurs langues, donc il n'y a pas une langue commune, comme par exemple en Algérie, même si il y a quand même l'arabe qui unit un peu tout le monde, mais en Afrique, ce n'était pas le cas. Donc ce qui s'est passé, eh bien, la plupart de ces pays-là ont opté pour la langue du colonisateur, que ce soit le français, l'anglais, le portugais, tout dépend de la langue du colonisateur en place. Mais, bien sûr, ces dernières années quand même, il y a une volonté d'émancipation linguistique et culturelle, notamment chez les artistes, hein, les artistes aussi bien visuels que, comment dire, les écrivains, les cinéastes. Notamment au cinéma, il y a une tendance justement assez forte de nos jours de produire des films dans les langues locales. Par exemple, voilà, j'arrive. Oui, donc les langues locales, comme vous voyez ici, justement, c'est un bon exemple de cette tendance de produire des films en langue par exemple au Mali, pour, comment dire, Souleymane Sissé, comme sur cette photo. Et puis aussi, l'autre chose aussi qui est importante, c'est qu'au niveau de la littérature, par exemple, il y a certains auteurs africains qui, avant, écrivaient en anglais ou en français, et puis ils se sont, comment dire, mis à écrire dans des langues locales. Par exemple, Boudjedra, l'écrivain algérien qui a écrit pendant de longues années en français, s'est mis à écrire en arabe. Et puis l'écrivain kényan Ngugi, qui s'est mis à écrire aussi en Gikuyu. Pardon. Bon, donc, en fait, toutes ces manœuvres ou ces démarches linguistiques, culturelles, eh bien, visent à une émancipation épistémique des savoirs coloniaux. Mais bien sûr, il faut quand même se rappeler qu'une émancipation totale de ces savoirs coloniaux n'est pas possible, parce que l'héritage colonial est comment dire, et partout dans la société, donc il y a quand même une forme d'hybridité, qu'elle soit voulue ou pas, qui est là et avec laquelle il faut composer. Bon, là, j'aborde comment dire, une question qui est quand même assez difficile pour moi, parce que je ne suis pas spécialiste du Canada, mais je m'aperçois quand même que la plupart, en fait, des problèmes qu'on a évoqués ici, à savoir les problèmes épistémiques, les questions de langue, de décolonisation de la langue, etc., sont aussi fortes au Canada. Donc, et bien sûr, là, le problème de la langue, notamment au Québec, il est quand même crucial. Hein, donc, bon, je ne vais pas comment dire, m'étendre là-dessus, mais bon, parce que je ne suis tout simplement pas spécial, comme je l'ai dit, mais je vais quand même essayer d'émettre quelques pistes de réflexion sur la question, je dirais, coloniale ou décoloniale au Canada. Et pour moi, hein, tel que je vois le Canada, ben, c'est un État, évidemment, post-colonial, dont tout le monde semble s'accorder sur cette définition, mais c'est une colonialité mais je trouve que c'est comment dire, un pays à triple colonialité. Triple colonialité, pourquoi? C'est-à-dire les Britanniques, bon, je parle des Britanniques, mais les anglophones, les francophones, mais aussi les Premières Nations, ben,
dont toute l'impression d'être colonisé, à divers degrés bien sûr, bon, ce qui est, peut être justifié, peut être débattu, mais il y a quand même cette triple colonialité avec laquelle il va falloir composer, et puis essayer, je dirais, au moins faire avancer le débat là-dessus. Hein. Donc, évidemment, je ne sais pas combien de temps il reste. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Bon, ça devrait aller. Donc, bien sûr, rappelons très rapidement, évidemment, la colonisation britannique du Canada a eu des effets, je dirais, néfastes sur comment dire, les peuples autochtones, mais aussi, on peut dire d'une certaine façon, sur comment dire, les francophones. Bon, c'est sûr que là, c'est une question de degré. Hein. Donc, je vais ici me focaliser vraiment sur comment dire, les nations autochtones, pardon, sur les communautés autochtones, et surtout aborder ça sous l'angle de la recherche universitaire. Hein, en tant que chercheur, bien sûr, je suis sensible à cette question, même si, comme je l'ai dit, je ne suis pas spécialiste, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de questions qu'on est en droit de poser en tant que chercheur dans ce domaine. Bien sûr, les préjugés culturels, raciaux et épistémologiques demeurent dans la société canadienne dans son ensemble et aussi dans les milieux universitaires. Donc, malgré les efforts qui ont été faits, qui ont été accomplis ces 20 dernières années, il n'en demeure pas moins que des problèmes demeurent et des défis coloniaux, décoloniaux persistent au niveau de la relation au savoir, et ça, bien sûr, ça mérite, comme je l'ai dit, réflexion. Bon, il y a bien sûr ces changements qui ont eu lieu pendant ces 20 dernières années, bien, ils sont à saluer, parce qu'on part de très loin. Hein, donc, c'est quand même important de le dire. Et bien sûr, il y a toute une refonte de la démarche, je dirais, du chercheur universitaire vis-à-vis du savoir de ces comment dire, communautés autochtones, notamment en développant des approches collaboratives, participatives. Et bien sûr, dans le souci de rééquilibrage des rapports de force, notamment au niveau des savoirs et de la transmission des savoirs. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Mais là encore, les défis restent énormes, et la question de bâtir ensemble un savoir éthique et équitable, ce qui est quand même un peu ma réflexion aujourd'hui, et la réflexion aussi de tous ceux qui travaillent dans ce domaine, et donc comment y parvenir. Comme je viens de le mentionner, donc il y a des problèmes ou des défis institutionnels, culturels, idéologiques, éthiques, et qui sont en grande partie hérités de l'idéologie coloniale. C'est-à-dire qu'ils sont persistants, et ça, c'est bien sûr ce qu'on appelle les effets de néocolonialisme ou de néocolonialisme. C'est-à-dire ils sont là, il faut composer avec, il faut les déconstruire, les décoloniser. Hein. Bien sûr, l'un de ces problèmes, c'est-à-dire conscient ou pas, c'est l'arrogance de certains chercheurs. Oui, malheureusement, on est humain, parfois, bon, quand on se dit, comment dire, on possède un savoir, inconsciemment, on se place dans une position d'autorité. Donc, ce qui fait que parfois, il peut y avoir des délits. Donc, la retenue, peut-être, serait la solution dans ce cas-là. C'est-à-dire, il faut être conscient pour retenir, comment dire, être prudent et ne pas justement se laisser aller à ce genre d'attitudes qui sont de toute façon néfastes à toute transmission de savoir ou toute interaction culturelle, parce que bon, le but quand même quand on échange, c'est d'arriver à un savoir commun. C'est le but, je dirais, de toute interaction culturelle. Bien sûr, il y a aussi bon, c'est quelque chose que c'est un sentiment qui rejoint le précédent, c'est-à-dire une sorte de méconnaissance, voire du mépris des cultures autres. Hein. C'est pas juste culture autochtone, mais aussi les cultures minoritaires, c'est-à-dire ça peut être les cultures francophones pour quelqu'un qui travaille
qui part d'un point de vue, comment dire, anglophone, ou vice-versa aussi. Il ne faut pas, quand même pas, parce que ce qu'il faut savoir, ce n'est pas juste le dominé qui peut avoir des préjugés, mais aussi les cultures minoritaires peuvent véhiculer des préjugés envers. Donc l'idée de décoloniser, c'est aussi, comment dire, véritablement sortir de ce complexe du colonisé et du colonisateur à la fois. Ce qui quand même complique énormément la réflexion et surtout cette volonté justement d'aller de l'avant vers un savoir commun. Et bien aussi, il y a quelquefois aussi des communications défectueuses ou insuffisantes avec les communautés, soit autochtones et minoritaires en règle générale. Donc, à ce stade-là, on peut aussi se dire, bon voilà, comment améliorer cette communication, quelles sont... Et bien sûr, l'amélioration de ces communications, à mon avis, passe quand même par l'émancipation du chercheur, ou tout simplement des gens intéressés par ces cultures-là, des préjugés tels que l'arrogance, comment dire, la méconnaissance, le mépris pour ces cultures-là. Et bien aussi, souvent ce qu'on constate aussi, d'après mes recherches et tout ça, c'est qu'il y a un manque de transmission des résultats ou de recherche. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très très important, c'est-à-dire à corriger. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire le savoir devrait être inscrit dans une réciprocité. Ça, c'est quelque chose que normalement, en tant que chercheur, on devrait constamment avoir à l'esprit. C'est-à-dire, c'est de la réciprocité, donnant, et c'est comme ça qu'on arrive vers un savoir commun. Méfiance, donc ce qui crée, c'est-à-dire manque de cette réciprocité, crée de la méfiance, évidemment de la part de ceux qui se considèrent victimes de cette interaction, mais aussi ça peut nourrir des méfiances réciproques. Donc, moi je pense que quand même pour essayer de véritablement construire ensemble un savoir décolonisé, il faut une responsabilité partagée. C'est-à-dire parce qu'on a tendance parfois à dire « Ah, mais c'est la faute de l'autre », mais je pense que quand même dans cette décolonisation du savoir, tout le monde devrait être concerné par cette question et faire de son mieux à son niveau pour justement aller vers cette décolonisation et cette construction d'un savoir commun. Et puis aussi, il faut, on en a déjà parlé, mais encourager la réciprocité du savoir, ça c'est quand même quelque chose sur lequel il faut insister. Et puis, les institutions aussi devraient faire des efforts à ce niveau-là. Et donc, par exemple, instaurer des espèces de conférences comme ici, mais aussi des outils pédagogiques, des pamphlets, pour, un peu qu'on fait Léa avec l'éthique, etc. C'est-à-dire une démarche un peu volontariste et puis, je dirais, progressiste qui fasse justement que ces préjugés qui sont parfois latents, inconscients et ne s'expriment pas comme ça de façon, je dirais, considérable. Mais avant tout, je pense qu'il faut, il faudrait percevoir les communautés autochtones et minoritaires en général comme des agents épistimiques à part entière, c'est-à-dire des agents de savoir, c'est-à-dire avec lesquels il faut collaborer, avec lesquels il faut débattre pour arriver à un savoir commun qui serait le bien collectif. Et parce que, aussi bien dans le discours colonialiste durant la colonisation, qu'aujourd'hui, on a tendance à voir l'autre comme une source de savoir on va utiliser à notre propre, pour notre propre intérêt, mais pas une source de savoir avec laquelle, avec laquelle il faut composer d'égal à égal. Donc c'est quand même très très important de sortir de cette logique de l'autre comme seulement une source de savoir, mais pas un agent de savoir duquel je peux apprendre. Oui, 2 minutes. Alors, donc, là, c'est vraiment même moins que 2 minutes qu'il me faut. C'est-à-dire, je termine sur cette, idée un peu idéaliste, c'est que décoloniser, donc tel que moi je le vois, c'est consiste non seulement à décoloniser l'esprit et le regard, mais aussi les cœurs et les sensibilités.
aussi, à mon tour, je voudrais remercier toute l'équipe du vice-rectorat, M. Boudreau et M. Achouré, avec qui on a pu s'entretenir pour organiser nos 2 conférences. Alors moi, je remercie Amar d'avoir mis la table. Je ne vais pas vous parler du point de vue historique, même si je vais reprendre quand même des petits éléments historiques, mais plus d'un point de vue sociologique et clinique, puisque je suis sociologue clinicienne, donc je m'intéresse beaucoup plus à la personne. Donc c'est de cette manière-là que je vais aborder la colonialité, mais aussi la décolonialité. Donc, je vais suivre un petit plan. Je suis assez structurée, hein, j'ai mon papier, tout ça. J'insiste quand même sur l'idée, donc je vais vous parler donc, de la colonialité en regard de la construction de nos savoirs, donc revenir sur cette question des savoirs que M. Amar a soulevée. La question identitaire et les représentations liées au phénotype. Pourquoi? Parce que le corps, comment on voit les corps est important aussi dans cette idée coloniale et décoloniale. Et puis aussi apporter des outils réflexifs, parce qu'il n'y a pas de recette pour faire. Hein, c'est quand même quelque chose qu'on doit s'approprier, hein, cette manière d'aborder la décolonialité. Et quelques recommandations qui s'inscrivent dans mes manières de fonctionner en clinique, dans mes recherches aussi, avec les personnes racisées, donc issues de pays qui ont été colonisés. Donc, je n'ai peut-être pas besoin d'approcher le temps. Donc j'insiste sur le fait que l'idée ici, ce ne sera pas de donner des recettes, mais de conduire à une réflexivité et une critique des rapports qu'on entretient avec l'autre, notamment en premier lieu en entrant par la porte sociale et historique. Donc pour mieux comprendre à la fin, j'ai souvent l'habitude de travailler en entonnoir, hein, c'est-à-dire de donner une vision large et ensuite de rentrer dans les outils à réfléchir et à mettre en œuvre. Donc je vais commencer par cette citation de Howard Zinn, notamment sur la nation, qui dit que les nations ne sont pas des communautés et ne l'ont jamais été. L'histoire de n'importe quel pays présenté comme une histoire de famille dissimule les plus âpres conflits d'intérêts, qui parfois éclatent au grand jour et sont le plus souvent réprimés, entre les conquérants et les populations soumises, les maîtres et les esclaves, les capitalistes et les travailleurs, les dominants et les dominés, qu'ils le soient pour des raisons de race ou de sexe. Donc je trouve que cette citation est une bonne introduction pour expliquer les enjeux socio-historiques de la colonialité et aussi les enjeux contemporains de la décolonialité au Canada et au Québec, et aussi comme d'autres pays occidentaux, hein, où on va toujours avoir une tension entre des valeurs communes et comment on les impose et la reconnaissance des différences. Donc dans la question décoloniale, il ne s'agit pas uniquement de parler de conscientisation, comme on parle beaucoup, au racisme et à l'antiracisme, mais également d'enjeux de pouvoir liés au savoir. Comme le disait aussi M. Amar. Et cela a bien été écrit par Foucault. Alors je rappelle que Foucault n'a pas travaillé sur la décolonialité, hein, mais il a beaucoup parlé de la construction des savoirs. Je fais un clin d'œil à mon collègue Marcelo Otero, d'ailleurs, à ce sujet. Il n'y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative d'un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir. Foucault ajoute la nécessité de chercher les raisons par lesquelles la science a existé, ou par lesquelles une science déterminée a commencé, à un moment donné a existé, et a assumé un certain nombre de fonctions dans notre société. Foucault parle de cette question épistémique qu'on a abordée. Ainsi, le processus colonial s'inscrit dans la complexité. Il n'est ni linéaire, ni homogène. Monsieur Amar a parlé justement de plusieurs dimensions, même si ce processus est pragmatique, comme il a souligné. Mais on peut dire que ce processus est devenu peu à peu ce que M. Kinaro désigne par la colonialité du pouvoir. Je vais revenir sur cette notion tout à l'heure. Mais avant cela, je voudrais rappeler que ce système de pouvoir est lié à la racisation, dont on va parler, renvoie
renvoyant à des représentations de la différence phénotypique construites sur l'idée archaïque d'une hiérarchisation naturelle des peuples, croyances héritées des organisations colonialistes et esclavagistes. Rappelons aussi que la colonisation concerne ce processus historique et social d'occupation des territoires, comme l'a souligné M. Amar, de mainmise sur les ressources, d'utilisation de main-d'œuvre locale gratuite par une mise en esclavage, ce qu'ont subi les communautés autochtones en Amérique du Nord et du Sud, qui demeurent des territoires colonisés, comme on l'a souligné. Alors, dans cette perspective théorique, je pense que les mots sont aussi importants et je soulignerai qu'on entend beaucoup ces termes-là, le fait de dire que les Canadiens français se disent colonisés, et je pense que c'est un abus de langage, puisqu'ils ont eu en effet cette position de colonisateurs, eux-mêmes venant d'Europe, eux-mêmes ayant utilisé une main-d'œuvre locale mise en esclavage. Je rappelle que la Nouvelle-France a demandé de recevoir aussi des esclaves au roi de France, car les personnes autochtones ne remplissaient pas suffisamment cette tâche et qu'elle s'est vue intégrer une législation pour légitimer l'esclavagisme au début du XVIIIe siècle, donc avant la domination anglaise. Donc dire que les Canadiens français ont été colonisés participe aussi au mythe d'une société antiraciste. Et je pense que c'est important. Ce mythe de société antiraciste, c'est vraiment une problématique qui a été soulevée récemment par Paul-Étienne Rainville, que je tiens à nommer, qui est chercheur postdoctoral au département d'histoire de l'Université de Montréal et de Toronto, qui a fait une excellente présentation. Je vous renvoie à ses travaux. Il a notamment fait une conférence qui est en ligne actuellement sur le site de l'Observatoire des profilages. Donc revenons à cette colonialité du pouvoir de Quirano. Alors selon cette notion, la colonisation imprègne toujours, comme on l'a souligné. Monsieur Amar a souligné les différentes dimensions, mais Monsieur Quirano insiste sur le fait que la colonisation donc imprègne les champs à la fois sociaux, politiques, économiques et scientifiques, même si le visage de cette colonisation a changé. Aujourd'hui, la mondialisation des services, des marchandises, des idées est eurocentrée, ce que soutient également M. Etemad, qui déclare que les 70% de la population mondiale ont une histoire coloniale et que même les populations qui n'ont pas été colonisées par l'Europe sont tout de même dans ce processus de désir d'identification aux valeurs européennes sur certains plans. Par ailleurs, rappelons que cette colonialité du pouvoir a également effacé des livres d'histoire, l'histoire sociale, scientifique et épistémique de ces peuples colonisés que l'on semble découvrir aujourd'hui. Achille Mbembe nous dit à cet égard « Qui peut nier le rôle que la race a joué dans les dynamiques de possession et d'exploitation à l'échelle mondiale et dans les mécanismes d'institution du pouvoir et du social au sein même des sociétés d'Occident. » C'est pour ça que c'est difficile d'entrer dans ce processus de décolonisation, parce qu'il implique une énorme remise en question générale de la mondialisation aussi. Donc maintenant, les questions identitaires et les représentations liées au phénotype. Alors regardons justement comment les représentations issues de la racisation ont imprégné notre manière de voir la différence phénotypique. Alors à cet égard, je citerai l'historienne Delphine Pieretti-Courtis, dont les travaux, notamment dans Corps noir, médecin blanc, nous montrent comment, à l'instar de Césaire, le corps racisé est chosifié, réifié, soumis à la déshumanisation, au discours paternaliste, assimilé à la sauvagerie ou à l'animal, qui reste aussi aujourd'hui dans nos représentations, et je dirais notamment pour les femmes, par exemple asiatiques. Je travaille beaucoup avec les personnes d'origine d'Asie du Sud-Est, parce que je suis moi-même issue du Vietnam. Donc cette représentation des femmes qui demeure encore aujourd'hui, de la femme asiatique, petite, docile, mignonne, distrayante.
Donc ces représentations du corps influent sur l'identité des personnes racisées. Alors, revenons sur cette question d'identité, de manière générale et simplifiée, parce que l'identité c'est un concept polysémique, complexe, mais si on le ramène à la question du corps et de manière plus subjective, disons que l'identité s'articule à la fois entre différents facteurs. Comment on se sent exister, être une personne singulière, l'identité que l'on se sent porter. Comment on se représente soi-même en tant que personne, qui l'on croit être, par exemple. Comment on se conçoit. Comment une certaine cohérence nous habite. Et comment l'on veut être perçu et compris par l'autre, les autres. Or, ce désir, justement, d'être compris par l'autre, cette intention, nous le savons, n'est pas toujours ce que l'on souhaite. On peut s'en rendre compte dans nos relations sociales, amicales, familiales, où parfois on se sent heurté lorsque l'autre ne nous reconnaît pas de la manière dont on se sent être. Et cela peut nous affecter. Cela signifie aussi que la manière dont on nous perçoit est une construction aussi sociale. Que l'autre se fait de nous, notamment une construction mentale où vont s'inscrire aussi les préjugés. Pour les personnes racisées, les constructions mentales, donc ces représentations, pour utiliser un terme sociologique, que l'on s'en fait d'elles, sont en premier lieu attachées à leur phénotype racisé, à leur corps, bien avant qu'elles puissent parler, qu'on les écoute, connaisse, comprenne. D'ailleurs, on l'a vu avec les injustices épistémiques d'une précédente conférence, ces personnes vivent ce type d'injustice qui d'emblée induisent que leurs savoirs expérientiels ne sont pas crédibles, légitimes dans un monde dominé par des savoirs eurocentrés, où les personnes racisées sont historiquement, on l'a vu tout à l'heure, en bas de la hiérarchisation des peuples, suivant un ensemble de critères, comme nous venons de le voir donc avec l'histoire. Tout cela est lié à la fois historiquement à une idée de pureté de sang dans l'histoire religieuse de l'Europe, transportée en Amérique. Le corps racisé est considéré comme inférieur dans les représentations ou encore hypersexualisé. Alors là, je reviens sur la question de la femme, qui subissent d'autres préjugés raciaux dus à leur corps, notamment les femmes asiatiques, on parle de fétichisme asiatique, ou la femme noire. Donc ces représentations se fondent sur des idées reçues. Dans un précédent article, j'avais expliqué donc, cette question des idées reçues, qui ont leur source obscure dans l'imaginaire social, qu'elles reçoivent de fait d'emblée un accord non remis en question, on l'a vu avec les préjugés, car normatifs. Et comme le dit Manoni, elles s'imposent ainsi à la connaissance et tiennent lieu de toute délibération. Par ailleurs, souligne-t-il, elles profitent de l'ancienneté de leur inscription dans le temps, ce qui leur vaut un respect quasi traditionnel. Ainsi donc est l'idée de cette colonialité à travers nos représentations du corps. Donc maintenant, je vais aborder ce qu'est l'idée plutôt décoloniale par rapport à la personne. Donc je répète, pas de recette ni d'axiome à donner. Mais je pense qu'il faut commencer par questionner cette notion, déjà, que l'on emploie beaucoup. Qu'est-ce qu'elle signifie? Est-ce qu'on peut normaliser les pratiques décoloniales? La normativité de ces pratiques peut-elle nous conduire de nouveau à un impensé qui induirait un effet de mode? Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de cette question-là, et il faudrait que tout le monde se mette à la décolonialité. Donc, l'objectif ici, c'est pas de juger si en effet nous nous situons dans un effet de mode, on le verra par la suite, mais de situer davantage cette décolonialité. Alors, je vais vous lire c'est une citation de Mignolo, qui dit que la décolonialité se réfère à un ensemble de pratiques décoloniales de la pensée et de l'action
qui visent à nous déconnecter de nos modèles globaux par lesquels la modernité occidentale prétend homogénéiser les vies des personnes qui habitent sur cette planète. On vient de le voir, on peut donc dire que la décolonialité est le fait de comprendre que notre mode explicatif est basé sur une science déterminée, dans un monde eurocentré qui a mis sous silence les autres mondes. Donc décoloniser est aujourd'hui œuvrer pour articuler d'autres savoirs de manière progressive, en déconstruisant cette hiérarchisation. Cela ne signifie pas que le savoir actuel est à bannir, mais il doit s'ouvrir à d'autres formes de réflexion. La colonialisation a été le fait de forcer l'autre à être pareil, à devenir autre, à être semblable. Tout à l'heure, M. Hamal parlait de la hiérarchisation avec les Kabyles. Je rappelle que les Kabyles pouvaient être blonds aux yeux bleus. Hein. Donc il y a quand même cette idée de autre semblable dans la colonisation qui a fait qu'ils ont eu un certain pouvoir aussi à cette époque-là. Donc la colonialité réside ainsi dans le fait de ne pas remettre en question ce processus antérieur qui a produit les places actuelles des personnes racisées ainsi qu'une mondialisation des valeurs occidentales. La décolonialité réside quant à elle dans la difficulté aujourd'hui de trouver une harmonie dans ce qu'on croyait différent. Ce que l'on perçoit aujourd'hui aussi avec la colonialité de la nature comme processus d'appréhension de cette nature par un modèle eurocentré, ce que les géologues et les biologistes expliquent par l'anthropocène, la manière dont l'homme a dominé l'ensemble des écosystèmes de manière non réciproque, on le comprend aujourd'hui avec les crises écologiques. La décolonialité doit aussi s'opérer sur ce plan. On voit que c'est général, cette manière de voir tout ce qui est différent, y compris la nature. Donc décoloniser, c'est aussi comprendre ce qu'est une microagression raciste qui s'inscrit dans une posture coloniale. Ces microagressions renvoient à une normativité de l'individu et de ce qu'il doit être. C'est de là d'ailleurs que vient le processus de racisation. Donc il y a eu déjà beaucoup d'écrits là-dessus. J'ai également fait une conférence la dernière fois là-dessus, donc je ne vais pas me répéter. Donc quelques recommandations. Cette posture de décolonialité peut être déplacée dans l'enseignement, par exemple, en travaillant sur les outils que nous utilisons en enseignement. Récemment, des étudiants racisés ont remarqué que les exemples dans l'enseignement, les exercices par exemple en cours, et je parle de diverses disciplines, sont toujours des exemples d'un point de vue situé occidental. Ou parfois, des étudiants et étudiantes témoignent que certaines enseignantes ne cherchent pas à prononcer leur nom parce qu'il serait trop difficile à prononcer. Une posture décoloniale sera peut-être d'aller chercher d'autres expériences pour montrer comment on peut les arrimer avec les savoirs normatifs actuels, les faire réfléchir par la classe. Les étudiants racisés, ne l'oublions pas, sont souvent nés ici, parfois issus de couples mixtes, comme moi. Ils ont été socialisés au Québec par les outils de socialisation que sont les institutions éducatives, comme les nomme Dubé. Ainsi, eux aussi s'inscrivent dans ce processus d'apprentissage décolonial. Tout le monde est concerné dès lors où l'on est né dans une civilisation colonisatrice, mais aussi issu de territoires colonisés. Nos rapports à l'autre se fondent sur cette historique entre domination et assujettissement. Aussi, le fait que les personnes racisées prennent moins la parole est le résultat en partie de cette socialisation et des formes d'oppression vécues. Lorsque vous n'êtes pas cru ou écouté au même titre que les autres, et cela depuis plusieurs siècles, des habitus, pour reprendre l'idée bourdieusienne, liés à la domination raciale, se sont installés et se sont intériorisés. De fait, la temporalité doit aussi faire partie de ce processus de décolonisation. Le temps de réaction, le temps de parole, l'espace que l'on donne à une parole qui a été mise sous silence.
De nos jours, nous voyons bien que la parole est prise souvent par les mêmes personnes, à l'instar des rapports de domination de genre. Se poser la question, qui parle? Comment donner la parole à celles, ceux et celles qui ont eu l'habitude de se taire? Je dirais créer des dispositifs qui permettent une équité de la prise de parole dans la temporalité et la bienveillance, c'est-à-dire savoir en premier lieu ce qu'est une micro-agression raciste pour que les étudiants et étudiantes ne les vivent pas après leur prise de parole, car ça c'est arrivé aussi. Je vous renvoie d'ailleurs à la web-série que j'ai réalisée avec des étudiants et étudiantes, d'éco-chercheurs, des acteurs et actrices racisés, à partir d'une recherche-action qui est disponible sur le site de l'École de travail social. Donc justement, cette web-série a été réalisée dans une approche décoloniale avec le témoignage d'étudiants et étudiantes. Donc le titre est « S'agit-il de racisme ?» Pour terminer, je dirais que nous ne sommes pas responsables du passé, mais de nos actes au présent et du futur à venir. Décoloniser les savoirs signifie changer nos pratiques, sortir de la comparaison pour voir la réalité, sortir de l'exotisme ou du folklore. Décoloniser ne signifie pas apprendre la culture de l'autre, mais comprendre les processus historiques qui ont créé l'idée de différence culturelle en posant des visions normatives. Par exemple, est-ce que faire venir dans une classe une personne d'une communauté, d'une appartenance culturelle spécifique pour qu'elle me montre sa pratique culturelle peut être questionné sous l'angle du folklore ou de l'exotisme? Il y a en effet l'idée fausse coloniale de croire qu'il faut apprendre de la culture de l'autre pour se faire accepter ou contrer le racisme. Nous ne sommes plus au temps des grandes explorations. Dans certaines conditions, l'appropriation ne crée pas forcément un tissage de savoir, mais peut répondre à une posture qu'on appelle de culpabilité blanche. Par ailleurs, la culture n'est pas homogène. Nous ne sommes pas les représentants de notre culture, car nous sommes toutes et tous singuliers et singulières. Alors oui, je connais, je vais reprendre la question de la cuisine, mais c'est une pratique culturelle commune. Je connais des Québécois, Québécoises qui n'aiment pas la poutine et le canot camping, et des Français, Françaises qui ne mangent ni fromage ni de pain. Nous sommes en effet porteuses, porteurs de certains éléments culturels, mais nous n'avons pas tous et toutes les mêmes pratiques. Il est dès lors impossible de se baser sur la culture pour comprendre l'autre. L'idée est plutôt de comprendre le processus socio-historique dans lequel s'inscrit le rapport que j'entretiens avec l'autre et qu'il ou elle entretient avec moi. Donc ça, c'est tout ce que j'ai dit. C'est un petit rappel. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup à tous les deux. C'était super intéressant. Je vous inviterai à venir vous asseoir ici. Madame Mamie Sultan, je dois dire que je me suis senti interpellé parce que bien que né sur les bords du Saint-Laurent, je déteste la poutine, je n'aime pas le canot camping, les moustiques, etc. Alors donc, ayant dit cela, je me demande, merci, c'était absolument fascinant. C'est très agréable de réfléchir, hein? C'est formidablement agréable. Donc, avez-vous des questions? Je suis sûr qu'il y a des questions, mais voilà, la parole est à vous. Oui. Oui, s'il vous plaît, parce que la séance est enregistrée, une captation vidéo, de sorte que votre question sera entendue par l'auditoire à l'extérieur, en zooming. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup pour les interventions. Catherine Ardet, professeure adjointe au département de sciences politiques. Moi, je travaille sur les politiques publiques d'immigration. Puis forcément, là, l'immigration, on en parle beaucoup et tout. Mais il y a aussi beaucoup de questionnements aujourd'hui sur la décolonisation des études migratoires. Et j'avais deux comme choses qui me venaient en étudiant un peu, en écoutant vos présentations. La première chose, c'était quand on parle de ces histoires de colonialisme, même en remontant au grec, au latin, au byzantin et tout ça, il y avait comme l'idée que le peuple était homogène, mais les mobilités de population existaient déjà. Donc c'est comme dans l'histoire, comment est-ce que vous voyez justement la mobilité des populations par rapport à ces processus de colonialisme et cette idée qu'on venait coloniser un peuple uniforme alors que des échanges se faisaient déjà,
Puis justement, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ces questions entre mouvement de colonialisme et la place justement des mélanges de cultures, mais sous un terme d'immigration, comme on appelle, des gens qui se déplacent et qui viennent changer les choses? Ça, c'était ma première question. Et c'est un peu la même, c'est dans le même ordre. Quand j'essaye de réfléchir comment justement je peux lier les deux sujets ou être consciente qu'on a une vision de l'immigration qui est très eurocentrée, puis qu'on étudie que l'immigration internationale ou des choses comme ça, je trouve pas toujours ça facile parce que je me rends compte que je parle d'immigration, mais les gens à qui je parle, beaucoup d'étudiants sont en situation d'immigration, ou des immigrants ou des enfants d'immigrants. Et justement, il y a toute une réflexion, je pense, à avoir là-dessus, mais puisque vous avez travaillé avec des étudiants, puis en même sociologie clinique, c'est très vrai en santé et tout, comment on place justement le fait que s'il y a ces gens qui ont ces trajectoires, qui se ressentent, mais sans trop formaliser ça, ou justement s'ils sont arrivés ici, comment ne pas toujours les mettre dans cette posture, parce que c'est très colonialiste aussi dans une certaine question. Donc c'est juste des réflexions un peu plus sur amener là-dessus si vous avez des idées à me partager. Merci beaucoup. Pour répondre à la première question, sans y répondre vraiment, je dirais que par rapport aux grandes explorations, aux grandes conquêtes du monde grec, dont on a parlé tout à l'heure, notamment avec Alexandre le Grand, je pense qu'il faut différencier cette époque avec déjà le commerce triangulaire qui s'articule avec la colonisation et qui a asservi des peuples d'une autre manière en faisant une marchandise. À l'époque d'Alexandre le Grand, quand on mettait en esclavage, c'était un tribut de guerre. D'ailleurs, je vous renvoie aussi à Neil Pinter, qui parle aussi beaucoup de cette question de la construction historique du blanc. Et donc, la colonisation s'articule avec le commerce triangulaire. Ensuite, il y a toute la question d'assimilation européenne, c'est-à-dire de faire croire aux colonisés qui entrent dans le processus de colonisation, c'est-à-dire qui vont à l'école de l'organisation coloniale, qui apprend la langue, etc., lui faire croire qu'il est semblable. Et quand les guerres de décolonisation arrivent et qu'ils arrivent dans le pays qui les a colonisés, c'est là qu'ils voient qu'en fait, ils n'ont jamais été égaux et qu'ils ne peuvent pas, même s'ils sont éduqués, prétendre au même poste, aux mêmes places sociales. Donc, et puis ça crée des tensions, parce que ce droit de mobilité, justement, quand on est... Par exemple, je prends la colonie française en Indochine, parce que je la connais beaucoup mieux, mais quand on disait à un Indochinois, tu es un Français, et que quand il vient en France et qu'en fait il voit qu'il n'est pas français, ça crée des tensions en fait civiles dans cette question de mobilité. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ce que vous vouliez dire de différence de mobilité, mais oui, allez-y. Avec le micro, s'il vous plaît. Oui, ça fonctionne? Oui. Donc j'aimerais juste ajouter des choses par rapport à ce que tu viens de dire. Il faut quand même se mettre dans le contexte colonial antique, c'est-à-dire c'est une architecture mobile, c'est-à-dire les gens se déplaçaient énormément et il y a comme même une forme de globalisation, surtout quand on pense que les Romains avaient un empire. Je ne suis pas sûr exactement du nombre de la population exacte, mais en tout cas plusieurs millions. Donc, il y a certains qui disent à peu près 80 millions. C'est-à-dire c'est énorme, et donc c'est un empire qui s'étale de la Méditerranée jusqu'à quasiment en Asie. Donc les gens faisaient du commerce, allaient étudier, les Grecs par exemple, je veux dire, il y a de nombreux Grecs, pour revenir à l'empire, grec d'Alexandre, eh bien de nombreux, philosophes, mathématiciens ont étudié en Égypte, donc il y a toute une mobilité aussi bien, due au commerce qu'à la recherche des savoirs. Donc c'est quand même très très important. On a d'autres problématiques qui nous intéressent aujourd'hui, c'est-à-dire la recherche des savoirs dans ces empires, bien sûr,
extrêmement mobile, voire globalisé, puisque aujourd'hui on parle de la globalisation, mais c'était déjà la globalisation. À l'époque, par exemple, de Carthage ou de, comment dire, en Perse, eh ben c'était de la globalisation, c'est-à-dire on apportait des biens produits dans ces sociétés, on exportait aussi des biens qui venaient de Rome, etc. Donc c'était extrêmement mobile, et donc c'est même une caractéristique de ces empires-là, d'ailleurs de la plupart des empires. La mobilité, elle est fondamentale. Je ne sais pas si ça répond. Oui, bonjour. Moi, je suis Ahmed Merzi, je suis le directeur du bureau de responsabilité sociale à la faculté de médecine. Je suis également, avec Marguerite Henry, un des deux répondants facultaires EDI. Donc, merci beaucoup pour ces présentations qui sont très, très inspirantes. Peut-être ma première réflexion, c'est par rapport à monsieur le vice-recteur. Donc, j'ai vu qu'au niveau de la terminologie, on parle de GEDI maintenant. Est-ce que vous voulez que toutes les facultés utilisent maintenant cette terminologie? Il n'y a pas de politique formelle. Pour les fins de cette série de séminaires, nous avons ajouté le J. C'est un ajout informel. Écoutez, on pourra en discuter, mais il n'y a pas de politique. On en rediscutera. Mais c'est peut-être une très bonne idée. Moi, ma première question concerne, vous avez parlé de colonisation en faisant lien avec l'historique. Ma première question, est-ce que vous pensez qu'actuellement, tous ces pays qui étaient colonisés, qui ne le sont plus, sont encore colonisés d'une certaine façon? Et dans ce cas, peut-être il faut adapter la définition. Ma deuxième question, vous avez parlé de décolonisation de savoir, en ciblant particulièrement les communautés autochtones. Je suis au Canada depuis 6 ans, et je peux vous assurer que je suis impressionné. Je travaille beaucoup sur les communautés autochtones. Je suis impressionné un peu par l'état d'avancement par rapport à des réflexions, des décisions comme la commission de vérité et de réconciliation, comme la co-construction de plus en plus avec les communautés autochtones, chose qui n'a pas été faite dans d'autres pays qui étaient colonisés. Donc pour moi, c'est un bel exemple sur lequel je me base personnellement par rapport à certaines réflexions. Enfin, ma troisième question, je suis en même temps, je préside le conseil stratégique de la conférence des douanes, faculté de médecine et d'expérience française. Et un des sujets sur lesquels on travaille, c'est les déserts médicaux. Et une des causes de déserts médicaux entre les pays du Nord et du Sud, c'est la migration de l'élite du Sud vers le Nord. Est-ce que pour vous, c'est une forme de colonisation quand c'est fait de façon unilatérale, sans concertation et surtout en facilitant la venue de l'élite? Bien sûr, pour la dernière, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est une forme de colonisation dans la mesure où on prend les cerveaux de ces pays de façon unilatérale. On en a besoin, donc on s'en sert de la même façon que pendant la colonisation. On avait des problèmes économiques ici, on avait du chômage. Quelle est la solution? On va aller coloniser d'autres terres pour avoir ces richesses qui nous manquent ici. Donc, oui, sur ce point, je pense que je ne vais pas aller plus loin. Par contre, par rapport justement aux pays, aux anciennes colonies, notamment, je parle pour l'Afrique, notamment l'Afrique du Nord, dont je suis un petit peu plus spécialiste que dans les autres, eh bien oui, bien sûr que malheureusement, je veux dire, la décolonisation, l'indépendance n'a pas abouti à la décolonisation, je dirais, complète de ces pays-là, et pour diverses raisons. J'ai touché un petit peu, j'ai fait allusion un petit peu à ça quand je parlais des élites, c'est-à-dire les élites, évidemment, rappelons quand même que c'était des élites qui ont bénéficié des largesses de l'Empire, c'est-à-dire elles étaient éduquées dans le système colonial, donc il y a comme une forme de reproduction de ce modèle colonial, mais le problème, les défis de la colonisation, eh bien, ils sont quand même très complexes dans ces sociétés. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour décoloniser, d'abord, il faut une forme de, je dirais, ça commence par une décolonisation économique, c'est-à-dire que la plupart de ces pays-là sont dépendants de ce qui était avant les puissances coloniales. C'est-à-dire aujourd'hui, la plupart sont dépendantes de ce que moi j'appelle comme des institutions néocoloniales, le FMI, toutes ces organisations tenues quand même par, il faut le dire, des puissances, des anciennes puissances occidentales, qu'on le veuille ou pas, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il faut quand même regarder en face. Donc ça complique énormément le processus d'un point de vue économique.
mais aussi d'un point de vue idéologique, moi je trouve que quand même beaucoup de ces élites justement qui ont été éduquées dans ces systèmes coloniaux ont tendance, comme je vous disais tout à l'heure, à reproduire des schémas qui sont dignes des schémas coloniaux, notamment par rapport à la répression, par rapport à la répression des minorités, par exemple. Même s'il y a des problèmes, par exemple, qui sont faits un peu dans ces pays-là ces dernières années par rapport aux minorités culturelles, par exemple, il n'en demeure pas moins que, normalement, par exemple, en Afrique du Nord, pourquoi on n'accepterait pas une double, comment dire, comme ici, l'arabe et le berbère comme deux langues officielles, c'est-à-dire on les reconnaît, on les utilise de façon, je dirais, égale. Donc et puis aussi, l'autre, comment dire, problème peut être aussi de l'ordre de, je dirais, de l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut peut-être amorcer une véritable, je dirais, réforme de l'éducation qui puisse justement, comment dire, aller vers une démocratisation de ces sociétés. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Oui, madame. Merci pour votre présentation qui était très intéressante, très enrichissante. Alors moi j'aurais plus des commentaires que des questions. Enfin bon après. Alors tout d'abord concernant la première présentation, donc la définition de la colonisation qui est donnée m'a paru particulièrement euphémisante. Vous avez parlé de pragmatisme, de pratique immémorielle, et j'ai trouvé que ces termes occultent finalement la violence associée à ce phénomène, et moi ça m'a paru être une violence épistémique. Madame Annie Sultan a plus développé effectivement sur ce point-là, donc les deux présentations sont très complémentaires. Mais je pense que c'est important, quand on parle de colonisation, de vraiment mettre en avant le fait qu'il s'agit d'une négation de l'humanité de l'autre, de l'appropriation des corps, des esprits, et que ce processus se poursuit encore aujourd'hui sous des formes déguisées, parce qu'on pourrait penser qu'on a eu un système colonial qui est terminé, mais même les savoirs, le fait de diffuser des savoirs à l'international, parce que la coopération dans le domaine universitaire, par exemple, on constate que ce n'est pas anodin si les différents pays occidentaux essayent d'étendre en fait leur influence, parce que le savoir permet aussi cette dimension-là. Donc voilà, c'était la première réflexion. Ensuite, en ce qui concerne je vais déjà revenir sur l'historique. Donc, en parlant de pratique immémorielle, donc, on a l'impression que c'est une pratique et que finalement on ne peut pas faire autrement. Or, le colonialisme est quand même assis sur une idéologie qui est l'idéologie impérialiste, capitaliste, prédatrice. Et je pense que c'est important de bien le mentionner parce que, par exemple, quand on dit c'est une pratique immémorielle, moi j'aimerais qu'on remonte finalement à l'histoire de l'humanité. Si au vu des recherches aujourd'hui, même s'il y en a encore qui le contestent, l'humanité est née en Afrique. L'Afrique, le territoire est prospère, il y a des richesses, et donc on ne peut pas dire que cette pratique concerne tous les peuples. Donc les personnes qui sont nées sur un territoire ont exploité le territoire, et donc le fait de... Le micro, s'il vous plaît. J'ai quand même d'abord mentionné tous les effets de la colonisation sur les colonisés, en parlant de violence aussi bien, c'est-à-dire de l'exploitation économique, de la violence épistémique. Donc, c'est-à-dire c'est très clair. C'est-à-dire je ne suis pas en train de faire l'apologie du colonialisme, mais bon, vous allez utiliser cette définition en utilisant votre propre terme, mais quand même, ces effets ont été soulignés. Donc, comment dire, bien sûr que je ne suis pas en train de dire que le colonialisme était
juste immémorial, pour la simple raison qu'il est immémorial. Non, c'est-à-dire que oui, la plupart aussi bien en Afrique, je veux dire, il y a eu de la colonisation en Afrique, de la même façon qu'il y a eu de la colonisation en Asie, de la même façon qu'il y a eu en Europe. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire, ce que je n'ai pas eu le temps de développer aussi, c'est que j'ai dit que les mémorials, qu'il est protéiforme, mais la colonisation aussi, elle est, je dirais, encore prégnante à notre époque. Ça veut dire que la colonisation n'est pas finie. Non seulement, j'ai parlé de néocolonialisme, pour dire que, évidemment, le colonialisme n'est pas fini. Il y a les effets du colonialisme sur des sociétés, comment dire, qui étaient colonisées auparavant, mais aussi la colonisation continue de nos jours. Par exemple, en Asie, il y a de la colonisation. Au Moyen-Orient, je ne vais pas citer, mais vous savez à quoi je fais référence, et aux portes de l'Europe, il y a de la colonisation. Donc, je ne dis pas par là que parce que c'est mémorial, qu'il faut, comment dire, faire l'apologie du colonialisme ou excuser tous ces abus ou occulter tous ces excès. Non, je dis tout simplement que c'est une pratique humaine à travers l'histoire. Des tas de peuples ou de nations étaient, comment dire, colonisatrices, hein, et ça, dans toutes les sociétés, c'est un phénomène qu'on retrouve dans toutes les sociétés, comme je l'ai dit, donc, sur tous les continents, et ça ne relativise pas comment dire, le côté, je dirais, abusif, la violence épistémique, culturelle, idéologique du colonialisme, mais tout simplement, ça relativise l'idée que ce n'est pas que les Européens, ce n'est pas que les Asiatiques qui étaient, comment dire, je ne sais pas si Merci, ça, madame. ça relativise. Poursuivez. Alors, je poursuis. Alors, en ce qui concerne le discours, je vais juste évoquer deux derniers points. Vous avez mentionné le fait que le discours colonial est très pernicieux puisqu'il s'appuie sur des valeurs humanistes comme les droits de l'homme, sur l'idée finalement que le colonisateur est un bienfaiteur, on a aussi cette dimension, et puis la minimisation de la violence qui a été subie. Je me demande finalement, et j'attends un peu vos commentaires par rapport à ça, si actuellement, finalement, ce discours n'est pas repris, parce que même le terme décolonisation est devenu un terme très à la mode, hein, comme le terme diversité, et souvent ce qui se passe finalement, c'est que les termes sont repris et puis détournés. Voilà, on est vraiment dans un processus. Dans quelle mesure on n'est pas en train de reproduire finalement ce discours finalement savamment pensé qui permet aux colonisateurs de donner l'impression qu'ils souhaitent mettre fin finalement à la dissymétrie de pouvoir. Or, le système actuel est toujours, on est dans un paradigme capitaliste, impérialiste, ça se poursuit. Aujourd'hui, la plupart sur le plan politique, la plupart des pays occidentaux et non occidentaux essayent d'avoir des parts de marché en Afrique. Enfin, vraiment, il faut le dire, hein, on est sur des choses concrètes, ce n'est pas des choses que j'invente. Donc, comment peut-on... n'y a-t-il pas un paradoxe finalement de parler de décolonisation alors que... Enfin, parler de décolonisation sans remettre en question le paradigme qui permet cela. Madame Amine Sultan l'a un peu évoqué, j'aimerais vraiment avoir son analyse là-dessus, puisque quand vous avez dit que en citant Achille Bembe, finalement, c'est difficile de décoloniser parce que, premièrement, on est en plein dedans, deuxièmement, ça nous obligerait à remettre en question notre fonctionnement. Donc, ma question aujourd'hui est, ne sommes-nous pas dans une impasse, en fait, finalement, tant qu'on ne remet pas en question ce paradigme capitaliste, impérialiste, voilà. Merci. Je ne sais pas si on est dans une impasse, j'espère pas. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, hein, je pense. Mais oui, c'est exactement ce que j'ai dit, et je citerai aussi Quijano qui parle de ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire, voilà, c'est que la colonisation, elle est là, en fait. Elle occupe tous les champs, en fait, économiques et politiques. Et je pense que
entre le passé et aujourd'hui, la différence, c'est justement comment cette capitalisation s'est propagée à travers la mondialisation et a perduré dans les guerres de décolonisation en Afrique, dans d'autres pays qui continuent à être exploités au niveau de leurs ressources et de leur main-d'œuvre. D'une autre manière, et je l'ai dit tout à l'heure, hein, la colonisation a changé de figure quelque part. Hein. Elle n'a plus le même profil aujourd'hui. Et voilà, donc c'est une vraie réflexion globale. Elle est aussi dans la manière dont on voit la nature. C'est très difficile aujourd'hui de considérer un arbre comme un vrai être vivant parce que voilà, on a une manière de voir les écosystèmes de manière dominante. Et si on se réfère à d'autres, disons, critères culturels d'autres communautés, la nature n'est pas vue de la même manière. Donc il y a bien quelque chose, il y a bien une domination de la pensée qui s'est faite. Donc ce qui est bien aujourd'hui de pouvoir réfléchir, mais voilà, la vraie question, c'est comme je l'ai souligné, on est quand même dans un effet de mode. Donc faire attention à cet effet de mode, est-ce qu'il ne va pas retomber c'est ça la problématique. 2 minutes, vous avez le mot de la fin. Je vais ajouter juste le mot de la fin. Donc je pense avoir répondu en partie à votre question. Vous m'avez posé la question. Micro, s'il vous plaît. Ah, oui, justement, par rapport à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, ben, je dis quand même que les institutions néocolonialistes actuelles, je ne sais pas si vous l'avez entendu, rendent difficile la décolonisation des pays issus des colonies, coloniales, les anciennes colonies. Donc je l'ai assez clairement dit. Mais je vais ajouter quand même que, oui, c'est sûr qu'il faut, en fait, critiquer ce système, je dirais, financier international qui maintient encore dans une dépendance néocoloniale ces anciennes colonies, mais il faut aussi, pour être, je dirais, éthiquement responsable, fustiger la complicité des dirigeants de ces pays vis-à-vis de ces institutions néocoloniales, parce qu'il y en a beaucoup qui profitent aussi de cette forme, en Afrique comme ailleurs, de ce néocolonialisme, c'est-à-dire qui entrave justement la décolonisation. J'aimerais ajouter et finir sur ce point que pour moi, la décolonisation, c'est quelque chose de sérieux. D'ailleurs, bon, je vous invite à lire mon livre qui s'intitule Questioning Hybridity, Post-Colonialism and Globalization, et vous verrez que je n'utilise pas ce mot-là comme ça à la légère. C'est-à-dire la décolonisation, pour moi, je parle déjà de la décolonisation du savoir universitaire dans ce livre, où j'aborde la question de la théorie postcoloniale sur l'hybridité, etc., que je remets en cause. Et bien sûr, j'aborde tous ces problèmes-là, qui se greffent autour de cette notion d'hybridité, pour remettre en cause justement ce système, néocolonial, global. Mais je termine quand même pour dire qu'il ne faut pas perdre de vue l'idée que c'est un système complexe. Il y a évidemment les anciennes puissance coloniale derrière, mais aussi la complicité des dirigeants de ces colonies. Merci beaucoup, Madame Ami Sultan, merci beaucoup, Monsieur Chérayou. Merci à toutes les personnes présentes dans l'auditoire, merci à celles qui sont en ligne avec nous. Je pense que vous avez mis la table pour une très très longue conversation, parce qu'il y a effectivement des enjeux. On a parlé de la gestion, en guillemets, des flux migratoires, l'économie d'extraction qui se poursuit un peu partout à la faveur de la montée en puissance d'États qui reproduisent à leur compte des comportements extractivistes que les puissances occidentales ont adoptés à partir de la naissance du capitalisme au XVIIe siècle à peu près. Alors donc, il y a plein de questions qui se posent, des questions qui sont micro, des questions qui sont très macro. L'importance de mobiliser les expertises des collègues, des étudiants, les personnes étudiantes à l'Université de Montréal pour réfléchir de manière complexe à ces enjeux-là. C'est un message que je reçois, c'est un message que nous entendons porter aussi pour la suite des choses. Donc, merci à toutes et à tous, à très bientôt. Au revoir et bonne fin de trimestre. Merci.
c'est toujours plaisir. Au prochain appel.